Bonjour et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo sur le chapitre de Terminal, quelles politiques économiques dans le cadre européen. Grand 4. Savoir que la politique monétaire dans la zone euro conduite par la BCE indépendante est unique alors que la politique budgétaire est du ressort de chaque pays mais contrainte par les traités européens. Grand A. L'articulation des politiques budgétaires et monétaires dans le cadre européen. Bien, à partir du moment où des États choisissent de constituer une zone économique avec une monnaie unique, une union économique et monétaire, la gestion de la monnaie ne peut être possible que par une institution à qui les autorités monétaires nationales délèguent une partie de leur souveraineté. Ainsi, l'adoption d'une monnaie unique implique que soit menée une politique monétaire unique pour tous les pays membres de l'Union économique et monétaire. Celle-ci relève de la compétence de la Banque centrale européenne. La BCE est indépendante du pouvoir politique, c'est-à-dire que ses décisions ne dépendent pas des préférences de tel ou tel gouvernement. L'indépendance est le premier principe directeur de l'action de la Banque centrale européenne, énoncé à l'article 130 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La Banque centrale européenne dirige donc la politique monétaire pour tous les pays de la zone euro depuis le 1er janvier 1999, c'est-à-dire la date d'entrée en vigueur de l'euro comme monnaie scripturale, même si les pièces et les billets vont entrer dans la vie quotidienne des Français seulement en 2002. Les banques centrales nationales de tous les pays membres, comme la Banque de France par exemple, ne sont plus que des relais de la BCE, et ces relais ne font qu'appliquer les mesures décidées par la BCE à l'intérieur du système européen des banques centrales. Autrement dit, les États se sont dépossédés de leurs prérogatives en matière monétaire. Par exemple, si la France voulait relancer la consommation en baissant les taux d'intérêt, elle ne pourrait pas le faire, sauf si la BCE était d'accord et le faisait pour tous les pays de la zone euro. La Banque centrale européenne centre sa politique monétaire sur l'objectif de stabilité des prix, avec le maintien d'un taux d'inflation autour de 2%. Les objectifs keynésiens de croissance économique et de lutte contre le chômage, c'est-à-dire les objectifs de relance, ne sont donc plus les objectifs prioritaires. De plus, les politiques budgétaires qui demeurent la prérogative ou du ressort de chaque État membre devront être élaborées de manière à ne pas contredire l'objectif de la politique monétaire. Pour ce qui concerne l'autre grande politique conjoncturelle, c'est-à-dire la politique budgétaire, celle-ci demeure du ressort de chacun des 20 pays membres de la zone euro. Il y a deux grandes justifications à cela. Tout d'abord, du point de vue politique, les politiques budgétaires nationales traduisent des choix de société singuliers en matière de redistribution notamment. Les décisions relatives aux recettes et aux dépenses sont propres à chaque État. Ensuite, du point de vue économique, la politique monétaire unique condamne l'utilisation du taux de change par un pays membre pour gagner en compétitivité prix sur les autres pays membres, notamment par une dévaluation compétitive qui était possible lorsque chacun avait sa monnaie. Augmenter ainsi ses exportations et sa demande globale et au final réguler son activité économique. L'instrument budgétaire reste donc le seul à permettre de stabiliser sa propre conjoncture économique, d'autant plus lorsque celle-ci diffère de celle des autres pays membres de l'Union économique et monétaire, comme c'est le cas en zone euro, avec des pays du Nord spécialisés dans des productions à forte valeur ajoutée et des pays du Sud qui ont des spécialisations productives très différentes. Cependant, la politique budgétaire est contrainte par les traités européens qui ont intégré des règles constituant le pacte de stabilité et de croissance. Ces règles budgétaires sont des contraintes sur la politique budgétaire des gouvernements et qui leur imposent des plafonds sur des agrégats de finances publiques. La règle peut porter sur les dépenses, les recettes, le solde public, déficit ou excédent, ou encore la dette. Le pacte de stabilité et de croissance, adopté au Conseil européen d'Amsterdam des 16 et 17 juin 1997, est le premier instrument dont les 15 États membres fondateurs de la zone euro se sont dotés pour coordonner leur politique budgétaire nationale et éviter l'apparition de déficits publics excessifs. Les principales règles sont les suivantes. Tout d'abord, le déficit public, c'est-à-dire le déficit
des administrations publiques, c'est-à-dire le déficit cumulé de l'État, des collectivités territoriales et des organismes de sécurité sociale, doit représenter moins de 3% du PIB du pays. Ensuite, la dette publique, c'est-à-dire le montant total des emprunts non encore remboursés des administrations publiques, ne doit pas excéder 60% du produit intérieur brut du pays. Quelques illustrations sur l'application du pacte de stabilité et de croissance. Jacques Chirac, président de la République, lors de son deuxième mandat de 2002 à 2007, avait souhaité mener un plan de relance au moyen de la baisse de l'impôt sur le revenu des personnes physiques sur 5 ans. Mais il l'a rapidement abandonné car ce plan aurait réduit les recettes publiques et aurait mis la France sous peine d'être sanctionnée par l'Europe. Toutefois, au regard de l'ampleur de la crise de 2008, l'Union économique et monétaire a levé la contrainte des 3% du PIB. Les pays de l'Union qui le souhaitaient ont pu, pour amortir les effets de la crise, augmenter leurs dépenses publiques. Enfin, la politique budgétaire de relance a été également mobilisée dans l'Union européenne pour limiter la récession liée à la pandémie en 2020-2021. Les ministres européens des Finances et la Commission européenne ont décidé d'activer la clause dérogatoire générale du PSC, autorisant les pays membres à dépasser les seuils en termes de déficit et d'endettement public en raison de cette circonstance exceptionnelle. Il faut noter que les règles budgétaires qui constituent le PSC se justifient dans le cadre de l'Union économique et monétaire par la présence d'externalités négatives des déficits publics. En effet, les pays pratiquant un déficit budgétaire excessif ne tiendraient pas compte des conséquences de leurs actions sur le bien-être des autres pays membres. Par exemple, dans des pays interdépendants, en raison notamment d'un commerce intra-zone très développé, une relance budgétaire pratiquée par un pays peut induire des tensions inflationnistes sur l'ensemble des marchés des biens et services de l'Union économique et monétaire, en raison d'une hausse de la demande. La Banque centrale européenne serait alors incitée à augmenter ses taux d'intérêt directeurs pour stabiliser les prix, ce qui pénaliserait potentiellement l'activité de tous les pays de la zone euro via le canal du crédit de la politique monétaire. La montée des taux d'intérêt pourrait de plus entraîner un afflux de capitaux étrangers, faisant ainsi s'apprécier l'euro, c'est-à-dire que sa valeur, exprimée en devises ou en monnaie étrangère, augmenterait puisqu'il serait plus demandé par des investisseurs non résidents pour acheter des titres libellés en euros, ce qui potentiellement déboucherait sur une baisse de la compétitivité prix des pays de la zone euro ainsi que de leurs exportations. Autre explication, un pays présentant un déficit excessif aurait également des difficultés à trouver des investisseurs souhaitant financer sa dette, ce qui pourrait amener les autres pays de l'Union économique et monétaire à le soutenir, puisque la Banque centrale européenne, de par ses statuts, ne peut pas acheter sur le marché primaire de la dette des pays membres, c'est-à-dire financer directement le déficit public d'un État membre. Schéma du partage des compétences en matière de politique conjoncturelle dans la zone euro. La politique monétaire unique relève de la Banque centrale européenne qui est indépendante et qui réalise le diagnostic, prend les décisions et coordonne la mise en œuvre de la politique monétaire unique. Les banques centrales des pays de la zone euro sont, elles, chargées de mettre en œuvre la politique monétaire unique. Pour ce qui concerne les politiques budgétaires, elles sont du ressort de chaque pays membre, pour ce qui concerne le diagnostic, la décision et la mise en œuvre. Les dépenses, les recettes, le solde public et la dette sont encadrés par les règles du pacte de stabilité et de croissance. Grand B, l'articulation des politiques budgétaires et monétaires dans le cadre européen soulève certaines difficultés et notamment pose des problèmes en matière de défaut de coordination et de gestion de chocs asymétriques. Commençons avec le défaut de coordination. La coordination des politiques économiques consiste pour les pouvoirs publics à mettre en cohérence les objectifs à atteindre et les instruments à utiliser. Prenons un exemple. Un pays présentant des coûts de production plus élevés, notamment du fait de coûts du travail plus élevés que ses partenaires commerciaux européens, sera dans l'obligation de mener des politiques budgétaires restrictives pour limiter le déficit de sa balance commerciale. Compte tenu du haut niveau de commerce intra-zone, une baisse de la demande globale dans ce pays
affectera sa demande en produits importés et limitera les exportations des pays partenaires, donc leur demande globale et leur croissance économique. Au lieu de cela, les pays tiers pourraient se coordonner pour relancer leur économie et augmenter ainsi leurs importations, ce qui permettrait de développer les exportations du pays connaissant un déficit commercial et accroître la croissance économique de la zone. Malgré tout, les règles budgétaires du PSC ne les incitent cependant pas à le faire. Autre difficulté, faire face à un choc asymétrique. Un choc asymétrique correspond à un événement ayant un impact seulement dans un ou quelques pays ou avec une intensité différente selon les pays. Ces chocs asymétriques peuvent prendre la forme par exemple d'une variation de la demande dans un secteur dans lequel un pays est spécialisé. Par exemple, la baisse du nombre de touristes dans les pays du sud de l'Europe liée à la pandémie. Lorsqu'une économie est victime, par exemple, d'un choc de demande négatif, sa conjoncture se dégrade, c'est-à-dire que la croissance de son PIB réel ralentit et le chômage augmente. Elle a donc besoin d'une politique monétaire et ou budgétaire de relance. Or, comme la politique monétaire est unique, elle ne peut s'adapter à la conjoncture d'un seul État membre, alors que celle des autres est différente. La politique budgétaire du pays concerné par le choc négatif devrait alors être mobilisée pour le compenser. Mais le problème qui se pose alors est que les règles du PSC limitent le recours au déficit public, comme nous l'avons vu. Bien, des propositions de réforme sont envisagées pour améliorer la coordination des politiques économiques dans l'Union économique et monétaire, comme l'élaboration d'un budget fédéral capable de faire face aux chocs asymétriques, la création d'une assurance ou réassurance chômage européenne afin de financer les indemnités chômage des pays en cas de forte récession en complément des indemnités sur le plan national, ou encore le développement de biens publics européens financés par la zone euro. Cette cinquième et dernière vidéo de la série Quelles politiques économiques dans le cadre européen est à présent terminée et je vous retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt!